Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du Petit Exo de Colle, aujourd'hui numéro 84. Et pour ce numéro, je vous propose un exercice d'algèbre linéaire qui va faire appel à une notion que l'on rencontre généralement en deuxième année de classe préparatoire. J'ai nommé l'espace dual. L'énoncé est le suivant. Nous avons E muni d'un produit scalaire qui vont nous former ensemble un R espace pré-hilbertien de dimension finie. On va noter E étoile l'espace des formes R linéaires sur E. Ce sont les applications linéaires qui vont de E vers R, et donc cet espace E étoile, c'est exactement ce qu'on appelle l'espace dual. Et on va montrer un petit résultat sur les formes linéaires. On va montrer en fait que n'importe quelle forme linéaire peut être représentée de manière unique sous la forme d'un produit scalaire avec un vecteur Y fixé dans l'espace de départ. Alors vous soulignerez l'utilisation d'un vocabulaire assez précis. Le vocabulaire ici c'est: pour n'importe quelle forme linéaire, on peut la représenter de manière unique sous la forme d'un produit scalaire. Et en effet, on définit une forme linéaire comme étant représentable si on est capable de l'écrire sous la forme d'un produit scalaire contre un certain vecteur y de l'espace de départ. Et donc l'enjeu de cet exercice est de démontrer que n'importe quelle forme linéaire sur un espace pré-hilbertien de dimension finie est représentable. Et donc c'est pour cette raison que ce résultat porte le nom de théorème de représentation de Riesz. Le même Riesz que nous avons déjà croisé pour un précédent exo de Colle, le théorème de Riesz qui permettait de donner une caractérisation du fait qu'un espace vectoriel normé soit de dimension finie, juste en sachant que la boule unité fermée serait compacte ou non. Donc c'est un joli résultat. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil si vous ne le connaissez pas déjà, si vous ne l'avez pas vu avant. Je vais le mettre en description si ça vous intéresse. Ce théorème porte aussi un autre nom. C'est aussi appelé le théorème de Fréchet-Riesz. Alors ça, c'est pour les franchingards, ceux qui aiment bien mettre des noms de mathématiciens français dans les résultats des théorèmes en jeu. Donc là, Fréchet est un mathématicien français. C'est vrai que pendant une certaine époque, il y avait une envie de franciser la plupart des résultats mathématiques. Pour vous donner d'autres exemples, il y a le crible de Poincaré qui n'est rien d'autre que la formule, le principe en fait d'inclusion-exclusion, la formule d'inclusion-exclusion qui permet de énumérer le nombre d'éléments qu'on a dans une union d'ensemble. Et puis il y a aussi pas mal de théorèmes du genre théorème de Cauchy, pas mal de théorèmes qui s'appellent Cauchy quelque chose. Alors il y a à la fois la question de francisation pour Cauchy, mais il y a aussi une question qu'il aimait bien ou beaucoup s'attribuer les travaux de ses doctorants, et c'est aussi pour cette raison qu'on a le nom de Cauchy qui peut apparaître dans beaucoup de résultats mathématiques. C'est parce que il aimait bien attribuer son nom et donc s'attribuer un peu la réussite de son doctorant à travers les résultats. Donc voilà, ça. On aime ou on n'aime pas, mais c'est vraiment le point de vue historique de Cauchy. C'est pour cette raison qu'il y a pas mal de résultats qui s'appellent Cauchy quelque chose. Et puis c'est vrai que comme cette question de francisation est intervenue, alors bien sûr on ne faisait pas des francisations random, évidemment, on faisait des francisations pour que ça colle avec le type de choses que faisait le mathématicien et généralement aussi par rapport au type de résultat. Parce qu'il faut savoir quand même qu'en France, on a été assez bon en mathématiques pendant une certaine période et il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de moments, puisque la communication était beaucoup plus difficile entre les mathématiciens, il y a eu beaucoup de moments où il y avait plusieurs mathématiciens qui démontraient le même résultat. Et là, il se trouvait que Fréchet et Riesz démontraient le même résultat, pas tout à fait en même temps, mais à des époques très égales, on va dire. Et par conséquent, on a gardé le nom de Fréchet et Riesz en France, généralement, pour la question du résultat qui a été prouvé, donc d'abord énoncé puis prouvé par les deux personnes qui sont en jeu. Et c'est généralement pour cette raison d'ailleurs qu'on a plusieurs résultats qui peuvent avoir plusieurs noms, comme d'Alembert-Gauss, comme Cauchy-Lipschitz ou des trucs comme ça. Il peut y avoir des raisons pour lesquelles derrière, en fait, on a plusieurs mathématiciens qui ont prouvé le même résultat, mais pas forcément au même endroit et pas tout à fait au même moment. Mais il y a eu des questions de communication qui ont manqué et qui ont fait qu'on a parfois du mal à vraiment donner une parenté aux résultats ou aux théorèmes qui seraient en jeu. Bref, ça c'est une grosse aparté historique. Alors d'ailleurs, j'ai pas forcément été très précis sur le côté histoire, mais je vous laisserai le plaisir et le loisir d'aller voir d'aller jeter un coup d'œil à ces questions d'histoire sur les noms des théorèmes. Je trouve ça assez sympa à aller voir. Mais si on revient un petit peu plus sur notre exercice, j'aimerais vous proposer une petite aparté encore une fois, mais cette fois-ci plus orientée sur l'exercice, sur la question de représentabilité, car en effet, il existe une notion beaucoup plus pointue de la représentabilité qui existe pour les catégories. Alors, de manière très rapide,
et bien évidemment avec un manque de détail total. Une catégorie, très rapidement, c'est un ensemble d'objets et un ensemble de morphismes sur ces objets, okay, avec quelques axiomes à respecter. Et puis, on peut définir aussi des fonctions entre des catégories qu'on appelle généralement des foncteurs. Ce sont des fonctions qui permettent d'associer des objets d'une catégorie vers une autre catégorie, et de même pour les morphismes. Voilà, donc vous savez maintenant rapidement ce que c'est une catégorie, un foncteur, et donc il y a une notion de représentabilité d'un foncteur, et en effet, un foncteur est dit représentable, un foncteur f est dit représentable si pour n'importe quel objet de la catégorie, ou éventuellement pour n'importe quel morphisme, on pourrait aussi l'écrire pour les morphismes, eh bien on veut que le foncteur correspond exactement à un calcul de l'espace d'homomorphismes qui vont de y vers x, avec un y qui est un objet de la catégorie initiale fixé. Et donc ça, ce résultat-là, cette définition du moins de représentabilité, a beaucoup d'intérêt en catégorie, donc tout ce qui est par exemple les lemmes de Yoneda ou des trucs comme ça très très pointus, c'est là où apparaît généralement cette question de représentabilité, et peuvent aussi apparaître quelques résultats qui en découlent. Et d'ailleurs, cette question de représentabilité, on peut faire une espèce d'analogie avec la question de produit scalaire, car on pourrait s'amuser à voir, je mets des gros guillemets là-dessus, mais on pourrait s'amuser à voir la question d'appliquer le foncteur ohm, ou le bifoncteur ohm, je devrais dire, puisqu'il faut deux objets pour calculer le ohm, et bien ce bifoncteur ohm serait vu comme un produit scalaire. Bon voilà, là je vais vraiment très loin, je sais que j'en ai perdu plein là sur la route, mais c'est pas grave, c'était juste une petite aparté pour vous montrer que la question de représentabilité c'est vraiment quelque chose de très 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 pointu, et là on est en train de vraiment à notre échelle sur les formes linéaires de prouver une question de représentabilité, mais vraiment dans le cadre des espaces pré-hilbertiens et des formes linéaires. Bon voilà, donc ça c'était une petite aparté que je voulais ajouter, et je trouve qu'elle est assez intéressante. Un autre truc que j'aimerais mentionner, c'est que si vous cherchez sur internet ce qu'est le théorème de représentation de Riesz, vous ne tomberez pas sur le résultat que j'ai énoncé ici. En fait, le résultat du théorème de représentation de Riesz s'énonce dans un cadre d'espace hilbertien, donc c'est en fait un espace vectoriel, un R espace vectoriel ou un C espace vectoriel muni d'une norme, et on peut munir ensuite d'un produit scalaire, donc on veut que la norme provienne d'un produit scalaire. Et puis, à la place de l'espace des formes R linéaires, il va falloir travailler l'espace des formes R linéaires continues. Ça va avoir son importance. Mais bon, j'y reviendrai plus tard. Mais en effet, on peut généraliser un petit peu plus l'énoncé. Et cette généralisation permettra d'amener à un résultat tout à fait similaire dans le cadre des espaces de Hilbert. Et ici, encore une fois, on va rester à une échelle de classe préparatoire. Et un autre truc que j'aimerais mentionner, qui est assez important, c'est il n'y a pas besoin de beaucoup de notions pour pouvoir faire cet exercice, et en fait on peut très bien travailler cet exercice en première année de classe préparatoire. Je pense qu'il est mieux d'avoir vu la notion d'espace pré-hilbertien avant, parce que la notion d'espace pré-hilbertien est quand même prépondérante, vu qu'on doit travailler avec un produit scalaire, quand même, je pense que c'est important. Et le problème, c'est que, un autre problème par rapport au fait de pouvoir le faire en première année de classe préparatoire, c'est que les espaces pré-hilbertiens, c'est une notion qu'on rencontre plutôt en fin de première année de classe préparatoire. Donc voilà, on va dire c'est quand même mieux de travailler ce type d'exercice en deuxième année de classe préparatoire pour avoir un peu plus de recul et peut-être avoir appris un petit peu plus de choses sur les espaces pré-hilbertiens avant de se lancer là-dedans. Bon voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, ça fait quand même beaucoup. Je vous invite, comme d'habitude, à faire une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre cet exercice avant que je ne dise quoi que ce soit d'autre. Ok, j'espère que vous aurez essayé, c'est un exercice pas si difficile à faire. En tout cas dans le cadre dans lequel nous sommes restreints. Alors, je vais commencer par poser n comme étant la dimension de E. On pourra noter que si la dimension vaut 0, pas mal de choses deviennent triviales. L'espace vectoriel nul, les formes linéaires, il n'y en a qu'une seule, ça va être la forme linéaire nulle. Du coup, tout devient assez trivial. Je n'ai pas grand chose à dire. Donc là, on va supposer que la dimension de l'espace en jeu est de 1. Et ce qu'on va démontrer, un truc un tout petit peu plus fort. On va démontrer que en fait, E étoile est de la même dimension que E. On va démontrer ce résultat-là en exhibant une base bien particulière pour E étoile, à partir d'une base de E. Et puis une fois qu'on aura fait ça, grâce à la base qu'on aura exhibée pour E étoile, on va pouvoir s'en sortir et démontrer le résultat souhaité. Alors, je vais commencer par prendre une base B, E1, En, et je vais la choisir orthonormale. Vous verrez
par la suite pourquoi ça aurait été intéressant de prendre une base orthonormale. Mais à vrai dire, il y a des choses que je vais dire qui seraient valides pour n'importe quelle base. Et puis je vais définir des formes linéaires, donc pour I dans un N, on définit EI étoile comme étant la forme R linéaire sur E, donc définie là, tel que EI étoile calculé en EJ nous donne exactement le symbole de Kronecker, c'est-à-dire 1 si I égale J et 0 sinon. Okay, donc je peux définir en fait une forme linéaire ou même n'importe quelle application linéaire d'un espace de dimension finie vers un autre espace juste en connaissant l'image d'une base. Hein. Et donc là je suis en train de dire que pour définir EI étoile, il suffit de dire que chacun des EJ est envoyé vers 0 sauf pour EI qui va être envoyé vers 1. Voilà, donc ça me permet de définir la forme linéaire. J'aimerais faire tout de suite un constat qui va être important pour la suite. Ce EI étoile, on peut le réécrire autrement. En fait, EI étoile, ça peut se réécrire comme étant le produit scalaire de EI avec n'importe quel vecteur. Vous pourrez constater en effet que EI scalaire EJ, ça donne exactement le symbole de Kronecker. Donc il n'y a aucun problème avec ça. Et ça va être très important pour conclure. Et c'est aussi ce pourquoi j'ai pris une base orthonormale au départ. Alors ce qu'on va maintenant démontrer, c'est que la famille, que je vais appeler B étoile, formée de E1 étoile jusqu'à EN étoile, eh bien on va montrer que c'est une base de E étoile. Et généralement, cette base, on l'appelle la base duale. D'accord ? Donc ça, c'est la base duale de la base de départ. Et c'est quelque chose de très 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 classique à faire quand on veut manipuler des choses sur l'espace dual. Très, très souvent, on prend une base de E et puis on la dualifie, si je puis dire. Donc on va prendre le dual de la base et on va étudier l'espace dual grâce à la base duale qu'on a retenue à partir de la base de départ. Donc montrons maintenant que ce B étoile est une base. Alors ça ne va pas être très difficile, on fait comme d'habitude, on va montrer que c'est une famille libre, puis une famille génératrice. Et ceci permettra donc de démontrer que E étoile est de même dimension que E. Donc là, le fait que la famille libre, on fait comme d'habitude, soit alpha 1 jusqu'à alpha n des réels, tels que je veux que la somme des alpha i, e, i étoile, i allant de 1 à n, ça donne l'application nulle. Bon, je rappelle que c'est ça veut dire application nulle. Hein. C'est important de bien saisir la chose, c'est une application. Comme toute application qui se respecte, on peut l'évaluer en n'importe quel vecteur. Et donc là, les vecteurs qu'il faut bien choisir, c'est les vecteurs de la base de départ. Si je m'amuse donc à faire l'évaluation de cette application en un certain EJ, eh bien on sait que EI étoile de EJ, ça vaut 0 partout, sauf si J égale I. Donc ça veut dire que le seul terme de la somme qui va survivre ici, c'est exactement le terme en J. Et le terme en J va me donner alpha J. Or, on sait que cette application est censée être l'application nulle, donc ça va nous donner 0. Par conséquent, on arrive à conclure que pour n'importe quel J, compris entre 1 et n, eh bien alpha J vaut 0. Et donc la famille est libre. Maintenant, pour le côté générateur. Ça ne va pas être dur non plus. Je prends phi, une application linéaire de E vers R. Et il faut noter qu'une application linéaire est définie à partir du moment où on définit l'image des éléments d'une base. Et donc là, en l'occurrence, phi peut être décrite par les phi de EJ. Donc on sait que, voilà, si j'ai en fait une autre forme linéaire telle que cette forme linéaire a exactement les mêmes valeurs que phi en les EJ, alors je conclus que les deux formes linéaires sont les mêmes. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais définir une forme linéaire en m'inspirant de ce qui s'est passé pour le côté libre de la famille. Je vais poser la fonction psi qui va être égale à la somme des phi de EI fois EI étoile. I1 de 1 à n. Et on pourra alors constater que psi de EJ, exactement par un calcul tout à fait similaire à ce que j'ai fait là, ça va être égal à phi de EJ.
donc ça veut dire que les deux formes linéaires sont égales sur la base de E, on conclut alors que les deux formes linéaires sont égales partout. Et donc c'est gagné, je viens de montrer que phi, ça peut bien s'écrire comme une combinaison linéaire des EI étoiles. Ce qui permet de montrer que la famille est génératrice, donc libre et génératrice implique base. Et maintenant on va conclure. Voilà, déjà avec ça je peux conclure que E étoile est de même dimension que E. Donc ça c'est chouette. Mais on peut aller un tout petit peu plus loin pour conclure. Si je réécris ce que j'ai démontré de cette manière-là, on peut alors écrire la chose suivante. N'importe quelle phi dans E étoile, il existe un unique uplet de réel alpha 1, alpha n, tel que, pour n'importe quel x dans E, si je calcule phi de x, eh bien ça revient à faire la somme des alpha i EI étoiles, i allant de 1 à n, et de x. Et c'est là où le fait d'avoir choisi une base orthonormale était important, car ça m'a permis de dire que les EI étoiles, ça correspond exactement à faire des calculs de produit scalaire. Et donc là, ça revient faire EI étoile de x, ça revient faire un produit scalaire entre EI et x. Donc je peux écrire ceci, somme, pour i allant de 1 à n, des alpha i produit scalaire de EI avec x. Et puis par linéarité à gauche, je peux dire qu'en fait ce produit scalaire c'est la même chose que le produit scalaire de la somme pour i allant de 1 à n de alpha i EI avec x. Et c'est lui donc qui va jouer le rôle du vecteur y. Et vous pourrez constater que ça c'est une combinaison linéaire bien précise par rapport au EI et ça signifie que le choix de y doit être unique. Voilà, on a donc conclu le résultat souhaité et donc terminé cet exercice. Donc voilà, je trouve que c'est un assez joli exercice sur les formes linéaires qui vous font manipuler un peu de tout sur les formes linéaires. Et vous fait notamment découvrir un petit peu cette question de base duale. Je pense que c'est assez intéressant de se rendre compte comment cette base duale fonctionne. Alors je vais me permettre donc de continuer un petit peu en aparté sur une généralisation possible de ce résultat, ou en tout cas sur 2-3 choses importantes concernant ce résultat de représentation de RIS. Un truc important, c'est qu'on vient de démontrer, par ce qu'on vient de faire, on vient de démontrer que la fonction, qu'on pourrait appeler peut-être bêta, qui va de E vers E étoile, et qui à Y associe le produit scalaire, donc la forme linéaire qui donne le produit scalaire contre Y, eh bien ça, c'est un isomorphisme. Alors on n'a pas vérifié que c'était linéaire, mais je pense que vous pouvez comprendre facilement que c'est linéaire. Donc c'est un isomorphisme de E vers E étoile. C'est quand même assez joli, on a démontré ce truc. Et en fait, on pourrait aller un peu plus loin, on pourrait même affirmer que ça va nous donner une isométrie, à condition qu'on définisse une norme sur E étoile, et la norme qu'on pourrait associer, ça serait la norme subordonnée à ce produit scalaire. Donc ça serait regarder le sup autour des vecteurs qui appartiennent à E de norme 1, de la valeur absolue que peut obtenir la forme linéaire calculée en des valeurs de ce cercle. Donc voilà, ça peut être une façon de montrer qu'on a une isométrie. Donc déjà voilà, ça je trouve que c'est un premier résultat bien sympathique. Et vous allez voir aussi dans de prochains exercices de colle, donc notamment dans l'exode colle numéro 92 et dans le petit exode colle numéro 85, des exode colles qui vont sortir la semaine prochaine, que l'utilisation de ce résultat est quand même très très utile pour démontrer des trucs qui sont pas si évidents de prime abord. Donc je trouve que c'est un joli résultat qui peut apparaître dans pas mal d'affaires, dans pas mal d'exercices, et ça peut être bon de savoir le manipuler comme il se doit. Donc voilà, donc ça c'était un premier truc que je voulais dire. Il y a un autre truc qui était important que je veux dire, c'est aussi la question de généralisation. Donc la généralisation, c'est je prends H muni d'une norme, et là je vais avoir affaire à ce qu'on appelle un espace de Hilbert. Alors je rappelle, je pense en avoir déjà parlé lors d'un autre exode colle, mais je le redis, ça fait pas de mal, c'est le principe de la pédagogie, se répéter. Eh bien si je dis que ce truc-là est un espace de Hilbert, ça veut dire que j'ai affaire à un espace vectoriel normé tel que cet espace devienne complet pour la norme que je suis en train de regarder. Complet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les suites de Cauchy convergent dans l'espace H. Donc n'importe quelle suite de Cauchy dans H converge dans H.
C'est ça que ça veut dire avoir un espace de Hilbert. Alors pour donner un exemple qui marche et un contre-exemple à cette affaire, un exemple qui marche c'est R avec la valeur absolue. Donc R avec la valeur absolue c'est justement complet et c'est l'objet d'un exocode, plutôt peut-être d'un petit exocode qu'on a traité sur la chaîne que je pourrais mettre en description si ça vous intéresse. Mais par contre, Q avec la valeur absolue n'est pas un espace complet. Il peut arriver d'avoir des suites de Cauchy dans Q qui ne convergent pas nécessairement dans Q, qui convergent dans R, certes, mais qui ne convergent pas dans Q. Donc ça a son importance de savoir qu'on peut rester dans le même espace. Ok ? Donc voilà, donc ça c'est la question d'espace de Hilbert. Et puis on va noter H', généralement on ne note pas H étoile, comme on l'avait noté ici E étoile. H', bah, ça va être l'espace des formes linéaires. Et là, attention, j'insiste, continue sur H. Attention, j'insiste, hein, c'est important d'avoir en tête que ça doit être des formes linéaires continues. Car en effet, dès qu'on travaille avec des espaces vectoriels de dimension infinie, donc là en fait ce qu'on a démontré c'est qu'en dimension, au passage, hein, ce qu'on a démontré c'est qu'en dimension finie, si je travaille sur un espace pré-hilbertien, eh bien en fait n'importe quelle forme linéaire est continue, puisque le calcul du produit scalaire est continu. Hein. On peut montrer que c'est même Lipschitzien, et ça va être Lipschitzien par rapport à la norme de Y. Et donc bon, bah, ça suffit complètement pour montrer qu'elle est continue. Mais par contre, en dimension infinie, on peut avoir des formes linéaires qui ne sont pas continues. Et on va en voir un exemple d'ici quelques instants. Mais donc si j'ai ça, et si je travaille avec cet espace de forme linéaire continue, alors on va avoir une nouvelle fois le résultat que j'ai énoncé ici, c'est-à-dire pour n'importe quelle forme linéaire dans H', donc forme linéaire continue dans H, il existe un unique vecteur Y dans H, tel que pour tout X dans H, eh bien on a encore égalité entre ça et le produit scalaire. Alors j'ai oublié de dire, mais c'est important de munir cet espace de Hilbert d'un produit d'où est issue la norme. D'accord, c'est important. Donc là, ici, ça peut être un produit scalaire, comme ça peut être un produit hermitien, c'est un produit dans les complexes. Et dans ce cas-là, il y a une question de conjugaison à respecter, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en effet, on pourrait généraliser à la place d'un produit scalaire, on peut prendre un produit hermitien, pour éventuellement travailler dans C. Et donc, bah, on a ce résultat qui marche encore, et j'aimerais juste écrire quelques lignes de preuve avant de vous donner un exemple important pour vous montrer en quoi, pour vous donner en fait finalement un exemple d'une forme linéaire qui ne serait pas forcément continue. Je pense que ça peut être intéressant de voir qu'en dimension infinie, bah, il peut y avoir des formes linéaires qui ne sont pas continues. Donc, juste idée de la preuve. Alors, je vais le faire directement en dimension infinie. Alors, une autre remarque que j'aimerais faire aussi, si je regardais juste l'espace dual tout court, sans regarder la continuité, alors là, l'espace dual tout court, hein, donc le E étoile, juste des formes linéaires, c'est beaucoup plus grand que E. Il n'y a pas d'isomorphisme possible. Ça, c'est un résultat de Erdos ou Erdos. Bon, je vais écrire Erdos parce que je ne suis pas sûr. Kaplansky. Je mettrai peut-être la référence plus bas. Alors Kaplansky, je crois que ça doit être avec un Y. Donc, un résultat de Erdos-Kaplansky qui permet d'affirmer qu'en effet, l'espace dual complet n'est pas isomorphe à l'espace de départ. Donc je devrais peut-être écrire avec H, parce que ici j'ai introduit les choses avec H. Mais c'est important d'avoir ça en tête, hein, que ça explose, hein, littéralement, quand on travaille en dimension infinie. Donc généralement, regardez juste le dual, ça ne suffira pas. Il y a beaucoup trop d'informations dans H étoile par rapport à ce qu'il y a dans H. Donc bon, c'est beaucoup plus compliqué. Par contre, si on se restreint à des fonctions continues, là ça se passe beaucoup mieux. Et donc en effet, un truc important avec les formes linéaires continues, alors bon, il y a deux cas à traiter tout de suite, c'est le premier où la forme linéaire est nulle. Bon, bah, si la forme linéaire est nulle, bah, vous prenez y égale 0 et c'est terminé, hein, il n'y a rien à dire de plus. Si par contre la forme linéaire est non nulle, on peut s'intéresser alors au noyau de la forme linéaire, et ce qu'on peut affirmer, hein, puisque ce noyau c'est l'image réciproque du singleton 0, hein, pour rappel, d'accord, hein, c'est la définition du noyau. Et bien, comme image réciproque par une fonction continue du singleton 0, je peux affirmer que ce noyau, c'est un hyperplan par définition, mais c'est surtout fermé. Donc c'est un hyperplan fermé. Et comme c'est un hyperplan fermé, bah, je vais pouvoir utiliser un résultat sur les espaces de Hilbert sur lequel je ne vais pas détailler plus que ça ici. En fait, on peut affirmer qu'il existera un espace supplémentaire qui va être de dimension 1,
Donc on pourra montrer qu'il existe en effet D, qui peut s'écrire comme vecte d'un certain vecteur U, ok, tel que en fait D plus H, D plus le noyau, pardon, donne H. Et en plus de ça, D ça correspond exactement à l'orthogonale du noyau de phi. Donc ça veut dire que les deux espaces sont orthogonaux l'un par rapport à l'autre. Ça aussi, ça a son importance. Parfois, on peut noter comme ceci pour dire que c'est un supplémentaire orthogonal. Okay, donc on peut avoir ça, et puis ensuite, une fois qu'on a ça, on regarde ce qui se passe pour phi sur cette droite. On pourra noter qu'il va exister un vecteur sur cette droite qui va avoir une valeur non nulle. Et après, on peut se ramener en normalisant à un vecteur tel que phi de ce vecteur donne 1. Puis une fois que j'ai pris ce vecteur-là, on pourra vérifier tout ce qu'on veut. Donc on va montrer qu'il existe. Donc, en fait, on dit juste qu'il existe un vecteur V, disons. Il existe un vecteur V sur D, sur la droite D, tel que phi de V donne exactement 1. Et puis une fois que j'ai fait ça, il n'y a plus qu'à dire, ok, il n'y a plus qu'à montrer que en fait, phi de x, c'est exactement faire le produit scalaire de V avec V. Sachant que V, on le normalise bien sûr. Donc V orthonormé, enfin normé quoi. Comme ça, le produit scalaire de V avec lui-même, ça donnera bien 1. Donc voilà, on s'amuse à vérifier ça, et une fois qu'on a fait ça, on a terminé. Bon voilà, donc c'est une jolie preuve qui marche très bien en dimension infinie, mais il y a quand même un petit truc caché sur lequel je ne vais pas rentrer là, c'est cette question d'avoir un orthogonal, un supplémentaire orthogonal. Par contre, j'aimerais vous donner un exemple, et je pense que ça peut être très, très intéressant d'avoir un exemple là-dessus, qui vous permet de mettre en évidence que avoir un hyperplan fermé, c'est pas si simple à avoir en dimension infinie, et vous montrer qu'il y a des applications qui peuvent paraître très faciles à manipuler, qui ne sont absolument pas continues. Et donc un exemple que j'aimerais vous donner, c'est le suivant. Si je travaille avec h comme étant l'ensemble des fonctions continues sur l'intervalle 0,1 vers r, et si je considère le produit scalaire, donc de fg, comme étant l'intégrale de 0 à 1 de f de x, g de x, dx. Je vais l'admettre tout de suite, si je regarde h avec la norme associée au produit scalaire, ça donne bien un espace de Hilbert. Bon, ça, je l'admets, ok. On pourrait s'amuser à le démontrer si on le souhaitait, mais je ne vais pas le faire parce que sinon ça prendrait trop de temps. Et on va s'intéresser à un ensemble bien particulier, je vais l'appeler, je vais l'appeler T. Donc considérons T, l'ensemble des fonctions dans h, telles que f de 0 égale 0. Autrement dit, ce truc-là, c'est un hyperplan. Hein. Je peux l'écrire comme noyau d'une forme linéaire qui est ici l'évaluation en 0. Eh bien, je peux démontrer que si je regarde T orthogonal, alors je vais obtenir 0. La seule fonction qui peut apparaître dans T orthogonal, c'est 0. Alors je vais vous le démontrer rapidement, c'est pas très dur. Si je prends G, alors il y a quand même une petite astuce là-dessus, mais c'est pas si dur que ça. Si je prends G dans T orthogonal, je sais que du coup le produit scalaire de G avec n'importe quel élément dans T, ça donne 0. Et en particulier, je peux construire un élément qui est dans T à partir de G. Et c'est ça l'astuce qui permettra de résoudre le problème. En effet, si je regarde la fonction qui a x associe x fois g de x, cette fonction on pourrait l'appeler, si vous voulez, h, cette fonction-là, en 0, elle vaut 0. Donc elle appartient à T. Et donc, si je regarde le produit scalaire de h avec g, je dois avoir 0. Mais le produit scalaire de h avec g, c'est la même chose que l'intégrale de 0 à 1 de x, g de x carré dx. Or, la fonction qui est ici, c'est une fonction continue, positive, et elle est d'intégrale nulle. Par conséquent, vous pouvez affirmer que pour n'importe quel x dans l'intervalle 0, 1, eh bien on va avoir que x fois g de x carré est égal à 0. Et donc, vous pouvez déjà affirmer que pour n'importe quel x différent de 0, donc dans l'intervalle 0 ouvert, 1 fermé, g de x est nul. Et par continuité, juste en jouant avec les limites dans le bon sens, donc si je regarde la limite quand x tend vers 0, x positif de g de x, c'est censé être égal à g de 0 par continuité, mais cette limite c'est aussi égal à 0. Donc je conclus alors qu'en effet, g est nul partout. Donc g est nul.
Et je viens de démontrer, alors que si je suis dans T orthogonal, alors je suis nul. Ce qui permet donc d'affirmer qu'en effet T orthogonal est nul. Et donc vous avez un exemple ici d'hyperplan qui n'admet pas de supplémentaire orthogonal. Ce qui signifie alors, par rapport au résultat que j'ai énoncé ici, que votre hyperplan il n'est pas fermé. Et si cet hyperplan il n'est pas fermé, ça veut dire alors que la forme linéaire qui correspond à faire une évaluation, c'est pas une forme linéaire si méchante que ça, a priori, eh bien cette forme linéaire, elle n'est pas continue. Une conséquence importante ici, c'est que en effet, F0 n'est pas continu. Pour la norme associée au produit scalaire qu'on est en train de travailler. D'accord ? Alors comment on peut mettre en avant, en effet, que c'est ça le problème, que c'est le fait que F0 n'est pas continu. Je vais terminer sur ça. Eh bien, vous pouvez construire une suite de fonctions qui va tendre vers la fonction que vous voulez, c'est-à-dire la fonction, éventuellement la fonction nulle, je pense que c'est ça que j'aimerais faire, mais pourtant, dont l'évaluation en 0 ne va pas changer. Et ça, ça montre bien le problème de continuité. Et donc, par exemple, si je regarde les fonctions, on va l'appeler fn, la fonction qui a x associe 1 moins x à la puissance n, on peut en effet s'amuser à vérifier que f0 de fn, ça fait toujours 1, ok ? Alors que la norme de Fn, la norme de Fn, ça veut dire que je dois m'amuser à regarder la racine carrée de ce truc-là au carré. Donc ça va faire racine carrée de l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins x à la puissance 2n dx. Donc je vais me retrouver avec ça. Mais ce truc-là, là c'est pas très dur de vérifier que ça va nous donner 1 sur 2n plus 1. C'est petit changement de variable plus primitive, c'est pas dur. Donc là, ça va nous donner 1 sur 2n plus 1, et donc ça va nous donner 1 sur racine de 2n plus 1. Et donc quand n tend vers l'infini, ça tend vers 0. Alors que ici, quand n tend vers l'infini, ça tend vers 1. Or, s'il y avait continuité pour la fonction évaluation, eh bien, ce truc-là devrait tendre vers 0 quand n tend vers l'infini. Et là, donc, on a une contradiction. Donc voilà, je trouve que c'est un joli petit exercice supplémentaire que je viens de vous donner pour vous montrer qu'en effet, c'est pas si évident d'avoir des morphismes, des applications linéaires ou notamment des formes linéaires continues dans le cadre où on travaillerait avec des espaces de dimension infinie. Voilà. Je trouve que c'est un fait assez étonnant et je voulais vous le partager en plus de cet exercice qui est déjà assez intriguant. Bon voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui seraient intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. Comme d'habitude, ici, ça sera pour me soutenir. Ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette pour avoir les dernières news de la chaîne. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!